Salut les amis, eh ben écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Duel Time. Cette fois-ci, on va partir un petit peu à l'ouest, hein, un beau pays ensoleillé avec une mer bleue et un ciel bleu. Et puis surtout, on va avoir Jean qui va nous raconter son histoire avec une Rolex peu commune, peu fréquente, mais qui est très très sympathique. La fameuse Rolex Yachtmaster dans sa série à 5 chiffres. Donc elle a quelques années, elle est absolument magnifique, mais vous allez voir, c'est Jean qui va bien mieux en parler que moi. Générique. Salut Jean, ça va? Salut Xavier, ça va et toi? Ouais, ça va bien. Écoute, je suis ravi de t'accueillir sur la chaîne, hein. Tu sais que c'est toujours un plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et puis de connaître un peu des nouvelles histoires de montres. Et puis quand tu m'as contacté en me disant bah tiens j'aimerais bien participer, ce serait sympa avec tel ou tel modèle, et ben moi je me suis dit tiens une Yachtmaster c'est pas fréquent et ce serait sympa que tu nous racontes un petit peu cette montre. Alors les amis vous le savez, les photos que je présente sont toujours celles qui ont été envoyées par l'invité. Donc Jean, tout de suite je montre l'une des belles photos que tu m'as envoyées. Alors raconte-nous cette Yachtmaster. Eh bien, c'est une montre que j'ai achetée en 2001. Oui. J'ai recontrôlé les papiers, c'était en décembre, le 22 décembre 2001, donc je suppose que c'était un petit cadeau de Noël. Euh, et voilà, donc elle va avoir bientôt 19 ans, elle est plus toute jeune, Oui. et je l'ai toujours, Ouais. elle est toujours dans la famille, quoi. Donc ça, elle date de 2001 au niveau des papiers, mais toi, tu l'as acheté quand? Je l'ai acheté en 2001, je l'ai Ah, pardon, acheté, excuse-moi, je croyais que... oui, Ok, je suis le premier propriétaire de cette montre. ça marche, Je l'ai ok, acheté chez un distributeur Rolex à cette époque-là. Voilà. d'accord. Donc, Donc les papiers, c'est pas mon nom. d'accord. C'était ta première Rolex ou c'était... ou pas? Non, non, c'était. J'ai eu d'autres Rolex. Je tiens à préciser que je suis pas un fan absolu de Rolex, Ouais, euh, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai eu, étant beaucoup plus jeune, une première Rolex d'occasion qui était une 16013, c'est-à-dire une Datejust en or et acier, ouais, que j'avais acheté en occasion à l'époque. ouais, Et ensuite, mes goûts ont changé. J'ai voulu passer à de l'Explorer 2, de la Submariner, des choses comme ça. Et quand la Yacht est sortie en 99, si mes souvenirs sont bons, je crois que le modèle Yachtmaster est sorti en 92, mais uniquement en version hors massif, hors plein. d'accord. Et ensuite, en 99, ils ont sorti la version que je possède en acier avec la lunette et le cadran en platine. Ouais, Et j'ai pas accroché tout de suite. Je l'ai trouvé un peu fade. Il m'a fallu quand même 2 ans avant vraiment d'apprécier le modèle. ouais, On n'en voyait pas beaucoup. On n'en voyait pas beaucoup. Et, et quand je l'ai passé au poignet, je l'ai trouvé vraiment différente du reste de la gamme Rolex. C'est peut-être ce qui m'a plu. ouais. Euh, et voilà, donc j'ai un peu craqué là-dessus et j'ai fait le pas. J'ai acheté ce modèle et je l'ai toujours. Voilà. Bah, c'est super. Quand tu dis fade, c'est parce elle est, bon alors certes en partie en platine, mais elle est, on va dire, euh, en polymiroir ou en brossé, et avec un cadran qui est, on va dire, anthracite ou en tout cas gris clair, qui fait que, mis à part la trotteuse qui est rouge, elle pourrait Ouais. être un petit peu terne. C'est ce que tu pensais au départ? Oui, c'est ça. En fait, le platine a cette caractéristique de changer un peu au soleil. D'ailleurs, j'ai voulu prendre des photos en plein soleil pour qu'on voit bien l'effet un peu pailleté du platine. Donc, c'est vrai que c'est une montre qui a un aspect complètement différent au soleil que dans un pays nuageux. Là, elle est très très fade. Tu vois, elle pétille pas comme ici en fait, tu vois. Et c'est justement ce qui m'a peut-être un peu dérangé au départ. Une fois que j'ai acquis cette montre-là, j'ai commencé à la porter. Je la trouvais un peu grise, comme ça, un peu fade, sans trop de couleurs. J'aime pas les montres colorées, Ouais, mais là, bon, il y a l'aiguille rouge là qui rehausse un peu tout ça, qui redonne un peu de couleur. ouais, Mais mis à part ça, c'est vrai que même la lunette, hein, on n'est pas sur une Submariner avec un gros contraste entre l'acier et le noir.
Là, c'est un peu toute la même couleur. Voilà, mais autrement, c'est une montre qui est quand même extrêmement jolie, extrêmement attachante, et voilà. Alors, je ne sais pas si tu étais en ligne pour le live que j'avais organisé sur les nouveautés Rolex. On a un petit peu parlé de la Skydweller, Oui, qui est une et pourquoi je parle de la Skydweller, parce que c'est un petit peu la même logique enfin la même logique ou la même problématique que la Yachtmaster, c'est-à-dire que quand on regarde cette Yachtmaster, pour faire simple, hein, mais finalement on a l'impression que c'est la déclinaison d'une Submariner. Il y a des différences qui sont bien évidemment notoires, mais si on regarde simplement les coloris et que on met des coloris de Submariner dessus, eh bien on a bien le même type de cadran, la date avec la loupe, les oui, aiguilles Mercedes, etc. Si on regarde les différences, ben, on les voit bien les amis, vous les voyez comme moi, c'est-à-dire qu'on a un bracelet Oyster qui est différent parce il est polymiroir sur la partie intérieure du bracelet, et puis la lunette est en relief, etc., etc. Mais on a l'impression en fait que c'est une Rolex Submariner habillée, ouais, absolument. et pour le coup, est-ce que c'est tu vois, est-ce que c'est une montre que tu peux qualifier d'habillé, ça veut tout dire et rien dire, c'est-à-dire tu vois, pour sortir, etc., et qui est pas du tout sportive, ou alors c'est un mix des deux, tu vois, et si c'était un mix des deux, est-ce que c'est pas son problème à cette montre? Oui, sans doute, oui. J'ai un peu de mal à imaginer de porter ce genre de montre en costume cravate, tu vois. Je trouve que c'est pas comme une vraie Datejust avec un bracelet jubilé ou une Reverso Jaeger. Enfin, c'est pas le même genre. Je Ouais, trouve que cette montre-là euh, est bien au soleil, tu vois, au soleil sur une peau un peu bronzée, comme ça c'est sympa. Et puis tu peux être en maillot de bain, tu peux être en short, en jean avec une chemise en jean, une chemise blanche. Je trouve que ça passe mieux. Donc elle est pas vraiment habillée. C'est pas une montre habillée. C'est une montre un peu plus sportive, mais moins sportive qu'une Submariner, par exemple, ou qu'une Daytona. d'accord, d'accord, mais pour le coup, ça veut donc dire que cette montre-là, au même titre qu'une Submariner ou une Daytona, pour toi, si elle n'est pas habillée, c'est qu'elle est quand même sportive. Elle est moins, Ce que moins je veux, sportive. ouais, Oui, dis-moi. ce que je veux faire ressortir, c'est que cette montre-là n'a pas un passé historique comme une Submariner ou une GMT Master, par exemple, et que de par les matériaux qu'elle utilise, bah, c'est un petit peu ambigu entre le modèle classique chez Rolex qu'on pourrait qualifier de Cellini, puis après il y a dans la gamme qui utilise les boîtiers Oyster, la Datejust, et puis Mhm. là on est sur autre chose. Au final, c'est ce qui te séduit sur le long terme, cette différence. Ouais, je pense. Moi sur cette période de 19 ans, je l'ai aimé. Ensuite, je l'ai plus porté pendant longtemps. Je l'ai aimé à nouveau. Enfin, c'est bizarre comme sensation. C'est pas, c'est pas comme une Submariner qui est un grand classique. Ils ont essayé de faire quelque chose qui sortait un peu des codes de chez Rolex. Alors, je sais pas si ça a vraiment plu énormément. J'ai aucune idée de savoir combien ils en ont produit, combien ils en ont vendu. Ça m'intéresse même pas. Moi, je sais que cette montre-là me plaît. Peut-être parce que je suis pas un vrai fan de Rolex pur et dur comme certains le sont. Et voilà. Après, je pense que d'avoir uniquement cette montre-là dans la gamme Rolex, c'est peut-être pas très bon non plus parce que c'est pas ce qui est représentatif de cette marque-là. Mais Ouais, mais bon, tu l'aimes cette montre? oui, je l'aime, je l'aime. Je pense pas Bon, que j'aurais ça en montre principale et unique, ouais. mais je l'aime. Oui, oui. Justement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu la portes finalement rarement? Bah, pour être franc, je la porte pas trop en ce moment. C'est plutôt mon épouse qui la porte. Ah, d'accord. Hmm. C'est la montre du club, en fait, tu vois. Mon épouse la porte. À l'époque où j'ai acheté cette 40 mm, elle existait également en 35. Oui, D'accord. Ils ont arrêté. Maintenant, je crois qu'ils sont passés à 37. Il me semble qu'il y a un modèle de 37, tout à fait. Tout à 42 fait. également avec le bracelet caoutchouc. Ouais. Mais du modèle que je possède, il y avait également une 35. Mon épouse avait acheté une 35
Et puis elle l'a trouvée un peu trop petite parce qu'il y a une dizaine d'années de ça, c'était la mode des femmes avec des montres d'hommes, tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc, elle a revendu à une amie sa 35. Ensuite, elle a commencé à porter la mienne parce que je la portais plus du tout. Et maintenant, depuis quelques temps, j'ai un regain d'intérêt pour cette montre-là, donc on essaye de se la repasser un peu. Enfin, je règle le bracelet à ma taille et puis je la porte pendant une semaine. Oui, alors justement, tu parles de bracelet, là, tu nous as passé une photo où tu l'as mise sur un atto, on va dire, anthracite. Elle est absolument magnifique. Alors, tes photos sont magnifiques, mais là, ce combo lui va super bien, quoi. Oui, absolument. J'ai voulu essayer et au final, le résultat est très très chouette. Sur un atto noir, c'est pas possible, mais sur un atto gris, ça passe très bien, c'est cohérent et c'est joli, ça change. Et ça se voit pas. J'aime bien faire du tuning en matière de montre, hein, on en a un petit peu parlé, et je trouve que ça fait partie du fait de pouvoir changer un peu d'aspect à une montre en changeant un bracelet. Voilà. Et ça lui va, le natto gris lui va vraiment très très bien. Ouais. Si tu avais un petit détail, le petit détail en particulier qui te plaît beaucoup sur ce modèle, c'est lequel ? Moi, je trouve qu'ils ont bien fait, même si ça n'a pas trop de cohérence, mais je trouve qu'ils ont bien fait de faire la petite aiguille rouge. Ça lui donne un petit côté sport. Oui. Ça ressort bien sur le cadran, parce que c'est vrai que le cadran est pas très lisible. Hein. C'est gris sur gris. C'est pas super pratique. Et cette petite aiguille rouge et la petite écriture yacht en rouge, je trouve ça quand même très très sympa. Après, la partie centrale polymiroir, comme tu dis, du bracelet, autant je trouve que ça n'irait pas sur une Submariner ou sur une GMT, autant je trouve que sur la yacht ça passe bien parce qu'elle a un petit côté brillant qui est sympa, donc ça va. Ouais. Ouais. Les index sur la lunette là, oui. 10, 20, 30, 40, 50, ils sont polymiroirs au départ? Bonne question. J'essaye de voir sur les photos. Oui, ils sont polymiroirs. Là, ils sont un petit peu matifiés par le temps, mais effectivement, au départ, ils sont polymiroirs. Alors, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, l'un des tout premiers épisodes de Petite Montre entre amis, sur une Tag Heuer SEL, Sport et Élégance en version chronographe. Lors de cet enregistrement, moi, j'avais une Tag Heuer série 6000, qui est justement bracelet acier, lunettes grises, cadran gris, et moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui donne de la discrétion. Et je pense aussi que c'est pas la même montre que tout le monde. Enfin, c'est pas la même montre que tout le monde. Je pense que ce qui fait qu'on peut reconnaître assez vite que c'est une Rolex, c'est la présence de la loupe. Sinon, on peut s'interroger parce que on n'a pas beaucoup l'habitude de voir comme ça un cadran de cette couleur-là, et encore moins une lunette, on va dire en acier ou dans un autre métal, mais en tout cas qui ressemble à de l'acier. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'une Submariner, elle est reconnaissable, même pour quelqu'un qui n'y connaît pas trop en montre, il va la reconnaître immédiatement. Une Daytona, pareil. Ouais. Yacht, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Alors justement, tu m'as fait une belle photo aussi que je présente à tout le monde, là où on voit cette Yachtmaster, et puis l'autre manifestement c'est une Sea Dweller à 5 chiffres. Oui. Voilà, bon, ce que je comprends c'est que tu portes plus souvent la Sea Dweller. Oui, en bord d'océan, oui, c'est cohérent, quoi. C'est une montre de bord de mer en fait. La yacht également, mais un petit peu moins. Ouais, mais tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire à tous nos amis, là, les abonnés de la chaîne, qui n'ont pas de Rolex professionnel? Alors, je mets la Yachtmaster dans la gamme professionnelle, hein, peut-être que les Rolex fans vont hurler, mais franchement, quand on voit cette image, on peut raconter ce qu'on veut, oui, mais attends, la Sea Dweller, la Comex, la Valva Helium, etc. Bon, si tu rentres pas dans le détail historique de ce qu'a pu apporter à l'histoire de l'horlogerie tel ou tel modèle, il y a un choix à faire qui peut être uniquement réalisé sur l'esthétique. Parce que là, on voit bien que on est sur
complètement la même filiation et que bon, les nuances technologiques existent. En termes de design aussi, mais sinon, à peu de choses près, on est sur une boîte et un bracelet et un cadran qui est très très similaire, quoi. Tu vois, donc ça veut, comme tu disais que t'es pas plus que ça un énorme fan de Rolex, est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se dit, moi je veux m'acheter une première Rolex sportive, est-ce que tu pourrais lui conseiller de prendre une Yachtmaster? Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens achètent une Rolex, la plupart des gens achètent une Rolex pour l'investissement. Euh, on sait très bien que la yacht, c'est pas le modèle qui a pris le plus de valeur sur ces 5-10 dernières années. C'est un modèle qui est mal aimé. Donc maintenant, si quelqu'un veut faire de l'investissement, il vaut mieux qu'il se dirige vers une Submariner, vers une Seadweller. Si maintenant il veut quelque chose d'un peu plus qui sort de l'ordinaire, euh, la yacht, c'est parfait parce qu'on va moins la reconnaître qu'une Submariner ou qu'une Daytona, et c'est le bon choix à faire. Maintenant, s'il y a la possibilité de prendre les deux, c'est parfait. Comme ça, on a, Ouais, voilà, ouais. les deux, ça c'est Ouais. très bien. Mais bon, on parle quand même. J'ai pas, excusez-moi les amis, j'ai pas regardé la cote de cette 16622. Mais on est où en termes de cote? On est à 6-7 000 euros? Oui, je pense, oui. Ouais, Si elle est complète avec boîte papier, ce sera plus ouais. dans les 7 000, autrement 6 000 euros, je pense, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Ben, Alors qu'à ouais. l'époque, ça valait quoi? Ça valait peut-être 4 000, donc elle a même pas doublé en 15 ans. Ouais, non C'est- mais, ouais, mais pour autant, elle a peut-être pas pris comment dire, la pente ascendante des modèles phares de la marque, c'est-à-dire qui ont été, comment dire, lancés à des époques où l'horlogerie et avoir l'heure de façon fiable, c'était un vrai sujet, hein, pas comme aujourd'hui, parce que les amis, je vais vous faire hurler, mais bon, ça apporte un plaisir absolument colossal et c'est pour ça que vous êtes abonné à la chaîne, mais aujourd'hui, ça sert absolument à rien. Je veux dire, la précision et la fiabilité, on l'a c'est sûr avec, que avec d'autres montres. Pour moi, c'est vraiment une belle découverte, cette montre, parce que on a la fiabilité et la performance de la marque, on a l'ADN en termes de design et de fabrication. Mais par contre, on se déconnecte du canal mainstream. Et je le vois très très bien dans les commentaires qu'il y a sur la chaîne dès qu'on parle de Submariner. Il y a un engouement, il y a une volonté de si j'ai pas ma sub, ça va pas. Je pense qu'on peut donc se faire plaisir avec tout autant d'authenticité, de qualité, de performance, et puis en étant soi-même. Et soi-même, à un moment ou à un autre, nous sommes tous des individus, et c'est notre singularité aussi qui nous caractérise. absolument, absolument. Eh bien, écoute, c'est pas mal du tout ça, Jean. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, les photos sont absolument magnifiques. Merci. Hein, elle pétille, elle pète, elle est vraiment absolument superbe. Alors les amis et Jean, toi aussi tu le sais, hein, mais maintenant on passe à la deuxième partie de Duel Time, c'est-à-dire que maintenant qu'on a un peu mieux compris ce qui plaît à Jean dans cette Yachtmaster, hein, vraiment un beau modèle qu'on vient de découvrir, l'idée c'est de comprendre comment il réagit lorsque je lui présente quatre autres modèles de montres. Et puis vous, donc Jean, lui, ne peut pas voter pour sa Yachtmaster, il devra voter pour sa montre préférée parmi les quatre que je vais présenter. Et vous, les amis, vous pouvez voter dans l'onglet communauté de la chaîne pour votre modèle préféré. Alors, Jean, tu ne le sais pas encore, mais j'ai choisi de te présenter quatre modèles de montre dans le domaine du yachting, hein, c'est-à-dire de la voile ou on va dire, des bateaux à moteur, les yachts, on va dire. Et donc, je t'ai concocté quatre modèles. Franchement, ça envoie du pâté, mais je ne sais pas si ça te plaira. L'idée, c'est pas de savoir si ça te plaît ou pas, mais c'est comment tu décryptes un modèle et ce que tu en penses. Alors, cher Jean, on commence par une Omega Seamaster America's Cup.
Et donc effectivement, c'est un chrono avec tout ce qu'il faut pour pouvoir enclencher la procédure de départ lorsqu'on fait de la compétition à la voile. Alors qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Je pense qu'elle elle est bien colorée déjà, Ouais, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Il y a, c'est très chargé, c'est un cadran qui est très chargé. Je vois qu'elle est en 44 mm. ouais, J'ai pas un poignet de bûcheron, donc c'est vraiment très très gros pour moi. Ça, 44, c'est l'équivalent d'une Panerai. ouais. C'est gros. Donc là déjà c'est un peu mort. Tu fais de la voile? Tu fais du bateau? Non, j'ai le mal de mer. Oh! C'est c'est- Ah! c'est Ah bah non, eh, les amis, on est mal barrés là. bord de mer avoir le mal de mer, tu vois. Donc non, pas possible. Ouais, esthétiquement, je la trouve un peu chargée. Euh, je suis pas fan de cette gamme Omega, de cette gamme Seamaster. Je préfère largement les anciennes Omega qui se faisaient à l'époque, les Vintage, les Speedmaster, les Seamaster de l'époque. Je trouve ça beaucoup plus attachant. Déjà parce que le format était raisonnable à l'époque, hein, on parlait de 36, 37, 38. Ouais, Là, 44, c'est vraiment très très gros. ouais. C'est une jolie montre, mais c'est pas pour moi. Ouais. Je pourrais pas acheter ce genre de montre. Moi, je la trouve intéressante, non pas que je fasse de la voile, ni en tant qu'amateur, ni en compétition, mais elle a dans son cadran vraiment l'ADN des Seamaster avec ses index très particuliers, hein, en quadrilatère. Là, c'est vraiment très très reconnaissable. Une lunette qui, je trouve, qui est assez intéressante. Après, effectivement, c'est un chrono, c'est assez chargé, ça fait 44 mm. Mais je te rejoins sur ce que tu dis s'agissant d'Omega en général. Ce qu'ils ont fait depuis 1950, on va dire, allez 57, avec le lancement du triptyque Speedmaster, Seamaster, Railmaster, il y a une diversité qui a failli les perdre, hein, d'ailleurs. Il y a une diversité de modèles absolument ahurissant Ouais. où en fait une Seamaster peut passer d'une montre complètement habillée, trois aiguilles, d'une sobriété et d'un classicisme absolument hallucinant, à une Seamaster Ploprof, qui est une montre de plongée professionnelle absolument monstrueuse. Ouais. Ça, c'est ce qui fait la richesse d'Omega. Bon, les amis, on a bien compris que les grosses bestioles comme ça, c'est pas le truc de gens. Sauf qu'il va falloir quand même que tu me dises de 0 à 10 combien tu lui mets à celle-ci, quoi. Tu vois, c'est-à-dire là, ça te donne le haut le cœur ou donc là, on va être sur un 3 Non, sur non, 10 mais ou je vais mettre 5. 5 sur 10. Bon, Ouais. tu, tu, Pour pas mettre moins. tu te mouilles pas, quoi. Hein? Non. Alors, maintenant, nous avons une autre, la bestiole en 47 mm, une Panerai Luminor Regatta Transat. Donc pareil, hein, qui permet avec ses boutons poussoirs de enclencher une procédure de départ. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? 47 mm. Donc là, déjà, Là, c'est fait pour aller sur la cheville, là. ou autour du cou. Mais esthétiquement, vraiment, je la trouve très très jolie. Je trouve que ces aiguilles très très fines sont jolies. Ça fait sport, ça fait un peu élégant. C'est joli. Bon, il y a le protège-couronne typique Panerai qui est bien. Il y a 3 boutons sur le côté pour l'enclenchement du chrono départ de régate. C'est vraiment une jolie montre. J'aime bien également, j'ai toujours bien aimé le boîtier Panerai un peu poussin comme ça, c'est très chouette. Le fond est légèrement bleuté, un bleu très foncé avec le contour du cadran avec ses petits index orange, c'est très très joli. C'est moins, je trouve qu'au niveau de l'œil, c'est beaucoup plus doux à regarder Que la précédente. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que si elle n'était pas en 47, mais allez, un petit 42, Absolument, ouais. là, ça pourrait commencer à t'intéresser? Ouais. Ouais. 42, c'est limite, quoi. Je sais que maintenant, et ça doit être suite à la demande des clients, Panerai ont réduit les diamètres aussi, hein. Ils font des 38 maintenant en Panerai. Maintenant, est-ce que la Panerai doit être portée en 38 mm et puis en 44 ou en 42? Ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais voilà, s'il y a une nouvelle collection avec une diminution de diamètre, je pense qu'on n'est plus
On n'est plus dans la mode d'il y a 5 ans des montres extrêmement grosses. Il en faut toujours dans la gamme Panerai, les submersibles, les régates, mais une femme ne sera intéressée de porter une Panerai en 38 mm, c'est sûr. Ouais. Jean, permets-moi de revenir sur le format du boîtier coussin. Oui. C'est effectivement un cadran, les Panerai, on va dire, rond dans un boîtier coussin, que ce soit la Luminor comme celle-ci ou la Radiomir. Mais là, on a sur la Luminor le protège-couronne qui est un peu l'élément le plus reconnaissable de Panerai. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Pour toi, c'est trop visible. Tu vois, ça va un peu à l'opposé de ce que tu nous décris sur la finesse des aiguilles bleues et rouges. Ouais, mais ça, je pense que quand on parle de Panerai, on parle de ce fameux protège-couronne qui est le symbole de cette marque. J'aime bien la Radiomir aussi, mais ça donne tout de suite un côté moins sportif à la montre, moins plongeuse entre guillemets. D'accord. Ouais, je préfère ce modèle avec protège-couronne plutôt que la Radiomir. D'accord. Ok. Combien tu lui mets de 0 à 10? Bon, si on fait abstraction du diamètre qui est vraiment hors norme, moi je lui mets un bon 8 sur 10. Pas mal, dis donc, fais attention parce que de 0 à 10, une fois que tu es à 8, c'est dur d'aller plus haut quand même. Et à la fin, il faut que tu nous dises quelle est ta montre préférée. Hein. Ok. Alors, troisième montre, une Ulysse Nardin Marine Regatta. Donc là, c'est une marque absolument phénoménale, qui est peu connue. Et là, je t'ai pas sorti le modèle le plus classique et le plus épuré. Hein. Non, pas vraiment. Non. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais toujours parler de l'esthétique, parce que, comme tu sais, au niveau taille, c'est trop gros, ouais. Comment? Au niveau taille, c'est trop gros? 44, encore une fois, c'est gros, c'est le diamètre d'une Panerai. Bon, c'est des montres de plongée, donc c'est des montres qui doivent être imposantes, qui doivent être lisibles. Enfin, c'est pas des montres de plongée, mais on peut les utiliser également en plongée. Donc ça doit être imposant et bien lisible. Bien sûr. Je suppose qu'au niveau technique, c'est formidable, c'est du beau travail. Maintenant, esthétiquement, ce mélange de chiffres romains, j'ai du mal. On n'arrive pas à la classer dans une catégorie précise. Il y a un petit peu un mélange de. C'est mon point de vue. Hein. Non, mais j'aime beaucoup cette marque-là. Ouais. Et pareil, je trouvais qu'Ulysse Nardin, dans les années 80, faisait des modèles qui sont maintenant vintage, qui sont beaucoup plus épurés, qui ont ce charme qu'on n'arrive pas à retrouver dans les modèles actuels, en fait. Ouais. Alors, ce modèle est au catalogue de la marque. Hein. Ulysse Nardin, c'est vraiment le monde de la marine et de la mer qui représente cette marque. Mais je suis d'accord avec toi, quand on la regarde, en fait, on ne sait pas trop quel fil a été tiré, quoi, entre des aiguilles, je ne saurais même pas comment les qualifier, ces aiguilles, un peu de chiffres romains, mais pas trop. Un bracelet qu'on voit pas forcément beaucoup, les amis, je m'en excuse, mais qui doit être en silicone. Donc c'est un mélange de sport et de classicisme. Et c'est marrant ce que tu dis sur les années 80. Moi, je pense, on est un peu de la même génération tous les deux, Jean, que de 90 à 2000, on était au début du renouveau de l'horlogerie mécanique, et il y a des modèles qu'on peut encore trouver aujourd'hui absolument abominables parce qu'on ne sait pas trop à quoi ils tiennent, mais qui vont revenir en vogue. Et cette montre m'y fait penser. C'est-à-dire, c'est un mélange de... quand on regarde l'aiguille des heures, des minutes et les index horaires avec ce petit chemin de fer des secondes, ce sont des attributs de montres très très classiques. Et puis alors là, on a une lunette crantée avec des boutons proéminents, une couronne elle-même bleue qui fait très moderne. Effectivement, c'est pas simple. Moi, spécial, particulier style, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, non, je n'accroche pas. Il y a un truc que j'aime bien,
il y a du travail. Après, bon, effectivement, Oui, on c'est peut fait pas pour la on régate, parle mais pas le cadran, du- qu'est-ce que tu penses du cadran lui-même? Tu vois, avec un, sur l'extérieur, il est soleillé, puis sur l'intérieur, on pourrait penser que c'est une sorte de map-monde, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Mm. Non, mais Bon, c'est du très très beau travail. Maintenant, le rendu esthétique, à mon point de vue, c'est pas mon genre de montre non plus. ouais, ouais, Dommage. ouais, ouais. Mais, moi, les amis, hein, vous le verrez avec tous les modèles, l'objectif là, c'est pas d'être enfermé dans un modèle et dans une marque. Là, on a la marque emblématique de Absolument. l'horlogerie dont nous a parlé Jean tout à l'heure, qui est Rolex, avec un modèle peu connu chez Rolex, qui est la Yacht Master. Et là, on est sur un modèle complètement inconnu, d'une marque entre guillemets méconnue. Voilà, donc quand vous votez, vous dites pas ben, Rolex c'est mieux ou Rolex c'est ce que je recherche, mais essayez de vous dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans chacun des modèles, parce que c'est la vocation de Duel Time, c'est d'avoir un échange avec un invité dont on connaît un petit peu l'ADN parce qu'il nous a parlé de sa montre, et puis pour qu'on essaye de voir comment il réagit sur les modèles. Donc, la première, tu as mis 5 sur 10, la deuxième, 8 sur 10. Combien tu nous mets alors à la Ulysse Nardin? Je vais mettre 4. Ouh, pap, 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 pap. Désolé pour les fans du Bisnardin, hein. J'aime cette marque, mais là, ce modèle-là, c'est pas possible. Ça marche. Alors là, attention, là, il y a des choses qui vont te plaire et pas forcément, et je t'attends au tournant. Ah bah là, On enchaîne sur une GMT Master, que dis-je, une Yacht Master 2. Voilà, donc là c'est devenu un chrono. Et là, je suis curieux de t'entendre sur cette belle bête. Alors, qu'est-ce que tu en penses? non, non, non. C'est pas mon style de montre non plus. C'est toujours pareil, mis à part le diamètre qui est pour moi beaucoup trop important, c'est trop chargé, c'est trop compliqué. Ça a du sens effectivement si on est possesseur d'un voilier, on fait de la voile, mais porter ça en ville ou même à la campagne ou je ne sais où, en bord de mer, ça a pas d'intérêt, quoi. C'est peut-être du très bon matériel, c'est très très bien fini, mais non, esthétiquement. Je répète encore une fois que je ne suis pas un grand fan de Rolex. J'aime cette marque-là, mais pas toute la gamme. Faut être objectif. Je trouve que ce modèle-là ne m'apporte rien esthétiquement, visuellement. C'est pas terrible. Il n'y a rien qui te plaît dedans? Non, franchement, j'accroche pas, quoi, j'accroche pas. Il y a ces trois boutons sur le côté qui font penser un peu à la Daytona. Donc on ne sait pas si c'est vraiment une sportive, si c'est un modèle. Je pense qu'il y a des gens qui achètent ce genre de montre également, mais qui le portent avec un costume, par exemple, parce que pour eux ça fait élégant, ça fait habillé. Mais non. Je pense que ce modèle-là, en plus, existe qu'en or blanc, il me semble. Hein, c'est ça. Hein. Oui. Donc là, on est encore dans des prix bien plus importants encore. Non, j'accroche pas. T'accroches Désolé. pas, t'accroches pas. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce modèle, je partage ce que tu dis. Moi, je vois peu de points d'accroche, mais c'est plus une réflexion vis-à-vis de Rolex. C'est qu'ils sont capables d'être très très créatifs en sortant la version 2 d'un modèle. Alors que, et là, on voit bien la complexité pour un industriel. Et les amis, je sais que parfois vous me chauffez dans les commentaires sur le terme industriel, mais industriel dans le sens des process, de l'organisation, du marketing, de la logistique, de la fabrication. Et on le voit bien avec le lancement de 2020, ils ne peuvent pas toucher fondamentalement au Submariner, au GMT Master, etc., etc. Vous imaginez une GMT Master 2 qui, à peu de choses près, ne ressemble pas à une GMT Master 1. Ouais. Vous voyez, la différence entre une Yacht Master, celle de Jean, et cette Yacht Master 2, ça n'a absolument rien à voir. Donc ça montre que Rolex peut être très créatif, très 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 créatif, mais à un moment ou un autre, les gens qui cherchent une Submariner, Jean, c'est une Submariner qu'ils veulent. Ils veulent pas un truc qui ressemble à autre chose que ce qui est une Submariner depuis
depuis 1953, c'est-à-dire bientôt 70 ans. Tu vois? Hein? Et donc, J'aimerais savoir pourquoi, je suppose qu'il y a eu une étude de marché, pourquoi cette Yachtmaster 2 est sortie dans un diamètre aussi imposant. Pourquoi ils ne sont pas restés dans du 40? Il doit y avoir une raison, il doit y avoir une raison à ça. ouais, Mais je pose la moi, question, cette montre ne me plaît pas, peut-être parce que je l'ai vue au poignet de gens et je la trouve vraiment trop grosse, trop épaisse. Je suis sûr que cette montre-là, en 39 ou en 40, elle passerait mieux, quoi. ouais, mais après, nous, on a un regard français, ou en tout cas francophone, un asiatique, une personne du Moyen-Orient, de l'Est, du bloc de l'Est, etc., aura un regard qui est différent. Et s'ils veulent innover d'un point de vue industriel, ils sont bien obligés de faire des choses. Donc là, il y a d'un point de vue du calibre, des choses qui sont probablement extrêmement intéressantes, comme la Skydweller, qui est un cantier manuel, Mhm. et qui un jour, je l'espère pour eux, leur servira. De là à imaginer que Rolex puisse sortir prochainement un nouveau modèle, waouh! Vu la situation macroéconomique, ça me paraît difficile, mais il faut l'espérer. Et si on est lucide, vous me direz les amis ce que vous en pensez en commentaire, et toi Jean, mais si on est lucide, quand on regarde ce qu'a annoncé Rolex en 2020, moi je trouve ça pas mal du tout, parce que esthétiquement ça me plaît ce qu'ils ont proposé, et que je pense fondamentalement que soit on rêve et on imagine qu'ils vont sortir des modèles qui n'existent plus. Là, moi, à titre personnel, je rêverais qu'ils sortent une Datejust avec le boîtier Oyster Quartz intégré, parce que c'est mon style de montre très années 70. Absolument. Ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucune logique industrielle que de faire ça. C'est intéresser les collectionneurs. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Jean, n'en déplaise aux passionnés, 90% des gens qui achètent une Rolex, et tant mieux pour eux, et il faut absolument avoir aucun problème là-dessus, sont pas plus intéressés que ça par l'horlogerie, mais ils voient simplement un signe de réussite et d'une montre qui est fiable, et c'est très bien. Mais c'est comme ça. Bien sûr, bien sûr, hein. Alors, combien tu lui mets de 0 à 10, Jean? Allez, je vais mettre 5. Ah, 5. Tu voulais pas lui mettre la plus mauvaise note, quoi, hein? Oh non, non, pas exagéré. Hein? C'est du très beau matériel, mais je ne vois pas avec ça au poignet, ça c'est sûr. 5. 5. Bon, les amis, on va passer au vote maintenant, hein. Donc, si on récapitule, Jean, tu nous as raconté que cette Seamaster America's Cup, hein, bon, les amis, je lui montre des montres de régate et il a le mal de mer. Donc forcément, c'est pas simple. Mais bon, ce qui compte, c'est tout ce qu'il nous a raconté sur ce qui lui plaît ou non. Donc 5 sur 10 sur celle-là, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Un bon 8 sur 10 Ouais. pour la Panerai Luminor Regatta. Ah là, je me souviens plus tellement c'était bas sur celle-ci, Jean. 4. 4 sur 10. Et un 5 sur 10 sur la Yachtmaster 2 de Rolex. Eh bien écoute Jean, est-ce que tu nous confirmes tout ça? C'est-à-dire que c'est une belle victoire pour cette Luminor? Absolument, je confirme. La Panerai. Ouais, c'est celle que tu préfères, mais on va pas te voir actif sur le marché, sur le sujet, quoi. Beaucoup trop grosse. Ouais. Beaucoup trop grosse. En fait, en vieillissant, on se rend compte que des montres imposantes comme ça tapent à l'œil. T'as l'impression que ça ne va plus, quoi. C'est plus en corrélation avec ce que tu veux, ce que tu projettes comme image. Moi, depuis un certain temps, je m'intéresse plus à des 36, 38 mm, tu vois, je reviens à des... Et je pense que dans le futur, on va revenir à nouveau à des tailles raisonnables. Pourquoi il y a eu tout cet engouement à partir de Panerai il y a une dizaine d'années, avec des 44 mm, 47 mm. Tout le monde s'est jeté là-dedans, Hublot, Yachtmaster 2. Et après, je pense que les gens vont s'en lasser. On va revenir dans des tailles plus raisonnables. Ouais. Et on sera un retour dans les années 70, tu vois. Ouais. Moi, j'y crois pas beaucoup à ça. Je suis complètement d'accord avec toi qu'avec le temps, en tout cas, je me reconnais dans ce que tu dis.
Moi-même, je vais sur des montres de plus en plus petites. La plus grosse que j'ai est une 45. Vous l'avez vu sûrement sur la chaîne avec une petite vidéo Ma montre et moi sur les deux Zodiac que j'ai achetés qui sont tout juste en 34. La glace voilà. Mais sauf que ça, c'est peut-être la force de l'âge ou en tout cas quelque chose de ce style-là. Mais moi, je crois que de toute façon, le marché, les fabricants ne font pas des montres pour les quinquagénaires occidentaux. Ils font des montres pour les personnes à fort pouvoir d'achat dans les pays émergents, où il y a besoin de montrer sa réussite sous une certaine forme ou sous une autre, avec des grosses montres, avec des diamants, avec de l'or. Et si tu regardes, alors que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant, la nouvelle Submariner, comment finalement la faire un petit peu plus grosse, même si 1 millimètre, ça dépend comment on mesure, ça se joue à pas grand chose, eh bien elle est plus grosse, mais les anses ont été refaites, qui fait qu'elle fait plus fine que la précédente. Mais donc c'est un peu un pas en avant, un pas en arrière. Et moi j'y crois pas, en tout cas sur des modèles, on va dire, iconiques d'une marque, qui puisse toucher à quelque chose. Et donc on en revient à la question de la capacité d'une manufacture à sortir une marque des fagots. Je vois pas l'intérêt de Rolex, tellement ils ont de modèles qui sont des blockbusters. Tu vois, Audemars Piguet, ils ont un problème, ils sont un petit peu trop enfermés dans un modèle phare qu'ils ont décliné dans tous les sens. Ouais. Et donc on le voit bien avec ce qu'ils ont sorti récemment, c'est pas facile de capter du volume. Alors que tout le monde se dit et cherche à avoir l'une des 5-10 montres, on va dire, mythiques de l'horlogerie. Et sur les 10 mythiques de l'horlogerie, il y en a 4 ou 5 de chez Rolex. C'est un fait, ça. Wow. Toi, tu parlais tout à l'heure, tu rêverais que Rolex ressorte une Oyster Quartz. Moi, je rêverais d'une Milgauss comme les modèles originaux. Oui, mais 37 mm avec le petit triangle rouge en haut. Oui. Magnifique. Mais on ne représente pas, c'est pas avec nous que Rolex fait son business. Et d'ailleurs, c'est pas tellement l'Oyster Quartz au sens à quartz, c'est juste le boîtier, et le bracelet, voilà, très, très particulier que j'aime bien. Mais les amis, je vous dis aussi que les goûts évoluent et on le voit bien avec Jean qui petit à petit passe à des montres plus petites. Il n'est pas impossible que les montres type années 70 que moi j'apprécie, à un moment ou à un autre je m'en lasse et que je passe à autre chose. Et vous savez quoi? J'espère bien que ce sera le cas, parce que quand on regarde dans le rétroviseur, Jean, j'espère que tu vas être d'accord là-dessus, quand on regarde dans le rétroviseur, et tu l'as dit d'ailleurs, tu l'as adoré cette montre, cette Yachtmaster, à un tel point qu'à un moment tu ne la mettais plus du tout, tellement tu l'as adoré et tellement finalement tu l'as plus aimé. Et ça va et ça revient tout ça. Ouais. C'est la vie, c'est la vie. La vie passe ainsi avec... voilà. Écoutez les amis, on vient de se régaler avec Jean. Hein, tu as passé un bon moment avec toute l'équipe, Jean? Absolument, c'était super sympa et je te remercie encore d'avoir pris du temps pour moi. C'est bien normal. C'est bien normal. Si vous voulez participer, les amis, à force de le répéter, j'ai l'impression quand même de... Je ne sais pas quoi faire dans un violon, mais c'est toujours la même chose. Un formulaire sur www.dailyshoes.fr ou alors un email sur contact@dailyshoes.fr. Vous me dites de quoi vous avez envie de parler, et puis surtout où vous êtes, hein, puisque dans le cas présent, Jean n'est pas en France, il est assez loin de la France. Donc Duel Time, c'est le parfait programme. Et puis, si vous êtes en région parisienne, et bien là, on a Street Watch ou Petite Montre entre amis. Et puis, bien sûr, je vous invite à regarder le programme phare de la chaîne qui va voir le jour, ou qui a peut-être déjà vu le jour en fonction de la date de diffusion de cet épisode de Duel Time, le programme Watch Out, sur une montre mythique, du divertissement, de la pédagogie et de la poésie au travers d'une histoire multifacette d'une montre mythique. Allez, je vous dis à bientôt, Jean, merci beaucoup. Merci Xavier, à très bientôt. Salut les amis. Salut.